Donc France Compétences, on connaît tous de nom, évidemment. On a tous été, en tout cas dans le secteur de la formation professionnelle, on a tous été confrontés à ces différentes missions. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les missions de France Compétences au sens large? Et peut-être aussi, du coup, ce que tu fais? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, je suis ravi d'être là parmi vous, puisque c'est l'une des occasions qui nous est offerte d'être au plus proche de vous. Souvent, on dit de France Compétences que c'est une sorte de tour d'ivoire. Et plus encore aujourd'hui, puisqu'on est à la Défense dans une grande tour. Et vous verrez à travers mon intervention, et notamment dans ma conclusion, que si la rentrée scolaire est toujours l'intention et la période des bonnes résolutions, la bonne résolution que l'on a, et je parle au nom aujourd'hui de ma direction, est vraiment d'ouvrir France Compétences, de faire encore plus de pédagogie, de se rendre encore plus disponible, d'être là pour vous et à côté de vous. Donc France Compétences a plusieurs missions et aujourd'hui elles sont à peu près bien connues. France Compétences est une institution qui est liée à la loi de 2018. De nombreuses missions, notamment celle de rendre plus lisible, de réguler d'une certaine manière, et réguler ne veut pas dire réduire, même si on pourra s'en reparler, de réguler le secteur de la formation professionnelle. Alors rendre plus lisible, vous avez pu le voir, notamment à travers la grande bibliothèque. Ceux qui n'ont pas encore de code d'accès à la grande bibliothèque, je vous invite à le faire. Et puis la régulation. La régulation, elle s'opère à travers deux grands leviers. Le premier levier, et probablement que certains d'entre vous en font un peu les frais, est celui du financement. Effectivement, France Compétences régule à travers le financement, et ce sont notamment les niveaux de prise en charge. Et puis le second levier, c'est celui de la certification professionnelle. La certification des compétences, et c'est dont on va se parler ensemble cet après-midi. Oui, car toi, tu es chef de service RNCP. Tout à fait, au sein de France Compétences. Oui. Voilà, j'ai été tour à tour instructeur, d'abord à la CNCP, puis à France Compétences. Ensuite, j'ai été en responsabilité et probablement coupable de vos nombreux dossiers sur le répertoire spécifique. Et puis plus récemment, maintenant, aujourd'hui, donc en chef du service RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles. Et on verra ensemble tout à l'heure, notamment pour ceux parmi vous ou celles parmi vous qui s'interrogeraient sur comment rendre une formation certifiante, la bonne stratégie à avoir dès les premiers pas quand on entre dans l'aventure de la certification. Alors peut-être on peut commencer, avant de parler d'évolution, on peut peut-être regarder un petit peu ce qui s'est passé ces 5 dernières années pour France Compétences. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan des chiffres clés, des événements importants qui ont marqué France Compétences? Alors les chiffres clés ou le bilan. Le premier chiffre qui me vient à la tête, et c'est un peu plus facile pour moi parce qu'une partie d'entre elles en tout cas vient de rentrer. Le premier chiffre, c'est le chiffre 1, c'est parce que c'est une équipe. C'est une direction, c'est une équipe, et j'ai la chance d'avoir à portée de main, en cas de questions compliquées, certaines des précieuses collaboratrices de ma direction. C'est une équipe, et avec la difficulté qu'il y a, certains parmi vous se sont confrontés à l'exercice de la certification, le suivi de l'insertion, l'écriture en compétences, les référentiels, la procédure qualité, la VAE, oh là là, et j'en passe. Si c'est difficile à construire, je peux vous assurer que c'est extrêmement aussi difficile à instruire, ce qui explique aussi certains délais. En tout cas, voilà, c'est avant tout une équipe, et l'autre équipe avec laquelle on travaille, c'est celle de la commission. C'est aussi une commission, le bilan. C'est une commission aujourd'hui qui est stable, c'est une commission qui est en confiance, c'est une commission qui est composée, vous le savez, pour moitié des partenaires sociaux, pour autre moitié des ministères. On a aussi les représentants des régions de France. On a aussi un représentant du Conseil national des personnes handicapées. En tout cas, voilà, c'est une commission avec laquelle on travaille très bien. On travaille de concert, même si les deux exercices sont très distincts. Il y a parfois, et je vous assure que c'est de l'ordre du fantasme, mais il y a parfois une petite confusion ou une rumeur qui dirait que finalement c'est l'instructrice ou l'instructeur qui fait la future décision. Chacun de vos dossiers est examiné en séance. Alors effectivement, il y a une nuance, le avec ou sans débat. En tout cas, chacun de ces dossiers est évalué en séance, et donc c'est cette commission qui amène à traduire une future décision par le directeur général.
Pourquoi je vous dis que cette commission, et c'est extrêmement important pour nous, et c'est même précieux, on peut la qualifier de en confiance. C'est parce que 98%, pour pas dire 100%, ça n'aurait pas de sens, mais en tout cas 98% des avis qui émanent de nos services, que ce soit pour le répertoire spécifique ou pour le RNCP, sont suivis par les membres de la commission. Et donc pour cela, il a fallu du temps. Il a fallu plusieurs mois, il a fallu plusieurs années. C'est ce qui aussi a parfois fait dire, mais on ne comprend pas, France Compétences, c'est quoi cet objet qui nous demande beaucoup? En plus, on nous dit qu'aujourd'hui, pour financer, notamment au CPF, au contrat d'apprentissage, il faut être certificateur, il faut avoir une formation certifiante, et à côté de ça, on ne nous donne aucun moyen. Les moyens, ils sont arrivés plus tard, et c'est encore le chiffre 1 que je partage avec vous pour le bilan, c'est une base documentaire. Voilà, on a aujourd'hui une base documentaire que je vous invite à consulter, parfois à lire avec le doigt, parfois à lire entre les lignes. Mais en tout cas, cette base documentaire, je pense notamment au Vademecum, un groupe AV, le Vademecum RNCP, c'est vraiment un fil rouge. Alors c'est aussi des lignes rouges qui délimitent bien l'exercice, mais c'est un fil rouge. Quand on lit, quand on s'imprègne de ce Vademecum, alors je ne dis pas que l'exercice est assuré, loin de là, mais en tout cas, on concentre beaucoup plus de chances de réussir à satisfaire au niveau d'exigence ou aux différentes exigences de la commission de la certification professionnelle de France Compétences. D'autres choses sur le bilan. Toujours, c'est l'écosystème. Je crois que l'écosystème on a évolué, l'écosystème a évolué avec nous. Aujourd'hui, France Compétences est implantée. On pourrait s'en reparler de quelle manière. Quand on rentre dans un écosystème, ça frotte toujours un petit peu, on en laisse un peu sur les bords du mur, on laisse quelques traces. Mais en tout cas, presque 5 ans après, aujourd'hui, France Compétences est dans l'écosystème. On est là aussi en confiance, avec différents acteurs. La Caisse des dépôts, l'ONICEP, Pôle emploi, les ministères, les certificateurs, les grands réseaux. Voilà, ça a pris du temps aussi, mais je crois qu'on peut le dire, c'est l'âge de la maturité. Et puis, en termes de bilan, enfin, parce que souvent on nous demande des chiffres, cette équipe, c'est une vingtaine d'instructeurs et d'instructrices. Je pourrais dire presque instructrices, parce que c'est très féminin chez nous. Mais en tout cas, c'est une équipe d'une vingtaine de personnes qui a instruit plus de 11 000 dossiers. Voilà, le chiffre donne un peu le vertige. 11 000 dossiers ont été présentés devant la commission, avec une instruction extrêmement rigoureuse, extrêmement méthodique, ce qui explique aussi les délais que vous avez pu parfois observer, plusieurs mois avant d'avoir eu une décision. Et si ce n'est pas pour nous, c'est parce qu'on est en partenariat avec un organisme qui lui-même attend un enregistrement ou un renouvellement, avec des taux d'enregistrement qui seront très différents selon les répertoires, pour schématiser vraiment à la lourde hache. Pour schématiser aujourd'hui au répertoire national, on est à peu près à 60% de dossiers enregistrés et 40% de dossiers refusés. La réalité est très différente et certains d'entre vous, on m'en a parlé autour d'un café tout à l'heure, autour d'un jus d'orange, et on me l'a dit avec beaucoup d'élégance. Mais en tout cas, certains d'entre vous ont éprouvé l'exercice 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après un 4e refus, ont persisté et se sont vus enregistrer. En tout cas, le répertoire spécifique, puis c'est aussi de lui dont on va se parler ensemble cet après-midi. Le répertoire spécifique, pendant très longtemps, avait des taux de refus de l'ordre de 90%. 90% de refus. Aujourd'hui, on est plutôt à 70% de refus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui interroge. Il n'y a absolument aucune satisfaction. Et moi, j'ai encore en tête les premières commissions qui n'enregistraient aucun dossier au répertoire spécifique. Aucune formation n'était rendue certifiante à travers le répertoire spécifique. On était en mai, on était en juin 2020, 2019 et 2020, pardon. Et alors qu'à côté de ça, on connaissait aussi l'enjeu qu'il y avait sur le CPF, et notamment pour certains organismes de formation parmi vous qui souhaitaient pouvoir offrir une formation certifiante. Donc voilà, en tout cas, si je devais tirer avec vous un premier bilan, et puis dans le bilan, le chiffre 1 aussi, c'est le système d'information. Là aussi, le système d'information, on est parti d'une page blanche.
Il a continué à évoluer et l'une de ses prochaines évolutions, et ça pourrait satisfaire quelques acteurs parmi vous, sera d'en améliorer l'ergonomie et le moteur de recherche. Alors, je vois qu'il y a des questions. Bien essayé, Sylvain, mais ça ne marchera pas. On est malheureusement un peu trop short sur le timing pour se permettre de prendre des questions. Mais je vous invite à retenir le visage de Goulven et à essayer de l'attraper à la sortie. Merci pour ce premier bilan. Alors du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, quand on est organisme de formation et qu'on souhaite faire référencer, du coup, rendre une formation certifiante, quelles seraient les astuces du professionnel à retenir, les bonnes pratiques à prendre en compte? Bon, alors, on est entre nous et je vais vous partager quelques recettes peut-être d'arrière-cuisine. Naturellement, la première chose à se dire, alors ça paraît être du bon sens et pourtant beaucoup malheureusement oublient cette étape fondamentale, c'est simplement de se dire, est-ce que ma formation a seulement vocation à devenir certifiante? La tendance a été de vouloir enregistrer au répertoire spécifique, je vais un peu me focaliser sur le répertoire spécifique, la tendance a été de vouloir à tout prix, et notamment pour la rendre éligible au fonds mutualisé de la Forme Pro, au financement, notamment celui du CPF, la volonté a été de dire il faut à tout prix que j'enregistre mon catalogue de formation au répertoire spécifique. Et ça a provoqué chez nous un afflux massif de dossiers où on retrouvait parfois 60, 70 occurrences dans le système d'information qui a été émise par le même organisme et qui souhaitait rendre certifiant des objets de formation, de quelques heures parfois. La première question, elle paraît évidente, mais c'est vraiment de se dire, parce que c'est également la première question qu'on se pose quand on reçoit vos dossiers, c'est est-ce que j'ai bien devant moi potentiellement une action de formation certifiante? Et pour traduire l'action de formation certifiante, la première sous-question à se poser, c'est quoi l'action de formation au sens de France Compétences? L'action de formation au sens de France Compétences, elle est très publique, elle est visible, c'est le Code du travail. Et le Code du travail nous rappelle, et elle est précieuse, cette définition, elle nous rappelle que l'action de formation, c'est un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel. Et la notion de parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel, elle est déterminante. La notion de parcours, ça veut dire que j'ai un point de départ. Quel est mon point de départ? Quel est mon profil type? Quels sont mes prérequis? À qui je m'adresse? Et mon parcours pédagogique, il dit aussi que j'ai une logique d'arrivée, de fin de parcours. Quel est le niveau, si c'est au RNCP, de qualification? Quelles sont les compétences nouvelles qu'auront mes titulaires, mes diplômés à l'issue de ce parcours? Et ce parcours pédagogique, il permet d'atteindre un objectif professionnel. Et la notion d'objectif, qu'on pourrait aussi, à une notion de cible, c'est extrêmement paramétré, c'est-à-dire que ça ne part pas dans tous les sens. On n'est pas sur une logique de métier qui éclabousserait très largement tout un environnement ou au spécifique quelque chose qui, là aussi, serait difficile à appréhender, tellement il serait large. Et donc voilà, systématiquement, la première question, c'est est-ce que je rentre bien dans cette définition du parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel? Et une fois qu'on a stabilisé cette notion, alors on se dit, OK, action de formation certifiante, mais dans quelle catégorie? Et là aussi, systématiquement, c'est pas parce qu'on veut faire du CPF qu'on va aller chercher du RS. Systématiquement, il faut se dire l'impact, la notion de parcours, où elle emmène. Et il y a bien 3 types d'actions de formation certifiantes. Il y a le RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, quand on est sur une logique métier, avec une élévation de niveau en général. On a le répertoire spécifique, là on est plutôt sur des compétences complémentaires, transversales, celles qui parfois viennent un petit peu en satellite à un diplôme, à une certification du RNCP. Et puis on a cette 3e catégorie, que l'on oublie un peu parfois, c'est celle des blocs de compétences. Donc voilà, déjà il faut inscrire immédiatement son projet dans l'une de ces 3 catégories. Et quand on est sur du RNCP ou du répertoire spécifique, c'est à ce moment-là où on va pouvoir dérouler, soit avec le Vademecum, soit au répertoire spécifique avec le guide ou avec tout ce que l'on peut trouver dans notre base documentaire, où on va tirer un petit peu le fil pour essayer d'apporter les différentes démonstrations dont je vais vous parler. En tout cas, il ne faut plus quitter
Quand on a un schéma en tête, il ne faut plus en sortir. Si on veut déposer un dossier au RNCP, il faut que l'ensemble des éléments du dossier transpirent le RNCP. Sans confusion avec le répertoire spécifique ou un bloc de compétences. Sans confusion quand on est au RNCP avec un niveau. Il ne faut pas qu'on ait un morceau du dossier qui soit sur un niveau 6, bachelor, pour le dire autrement, et une autre partie du dossier qui serait sur un niveau 7. Il faut que l'ensemble des éléments du dossier s'alignent. De la même manière, quand on est au répertoire spécifique, il ne faut pas qu'on soit sur une approche tantôt qui nous dirait dans la note d'opportunité, je vais vous parler de cette note d'opportunité d'ailleurs, qu'on est peut-être sur une logique de métier ou quelque chose qui ne serait pas tout à fait paramétré. Soyez très à l'aise avec votre dossier. Et pour être très à l'aise avec son dossier, en règle générale, la première chose à faire, c'est de s'entourer des bons professionnels. Alors c'est qui les bons professionnels ? Parfois, on me dit que les bons professionnels sont les consultants, les cabinets conseils. Moi, je vous dirais toujours que les bons professionnels sont ceux qui vivent le métier, qui le pratiquent au quotidien. Ce sont ceux que vous allez aller voir. Ce sont eux avec qui vous allez discuter. Ce sont eux aussi avec qui vous ferez de la veille. J'ai vu que dans les ateliers, tout à l'heure, on allait évoquer la veille. Elle est stratégique, la veille, parce que ce n'est pas le tout d'être enregistré auprès de France Compétences. Derrière, la certification, elle doit vivre. Donc voilà, ensuite, on va aller chercher des éléments matériels qui vont venir nourrir ce dossier. Pour schématiser, là aussi à l'âge, ce qui va être déterminant au RNCP, ce sont les enquêtes d'insertion. Pourquoi les enquêtes d'insertion ? Alors, mis à part certaines catégories d'enregistrement, je ne vais pas rentrer dans un détail, dans une approche trop technique, mais en tout cas, les données d'insertion sont déterminantes. Le législateur, au RNCP, a fixé 9 critères. Les 2 premiers critères sont liés à l'insertion, à l'impact. Cette notion d'impact. Vous savez, mon parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel, la situation de départ et la situation d'arrivée. Et bien sur ces 9 critères, les 2 premiers sont ceux de l'insertion. Et au RNCP, comme un peu partout, hein, vous le savez, on n'a qu'une occasion de faire une première bonne impression. Et la première impression que fera votre demande, votre projet de certification, ça sera au RNCP sur ces enquêtes d'insertion. Alors là non plus, on ne s'attend pas à l'exhaustivité du suivi. En revanche, il faut qu'on ait quand même une assurance assez raisonnable de ce que l'on observe. Ou alors, si on n'a pas un suivi qui a été très performant, eh ben on aura en face de nous un organisme qui va s'engager dans le futur à mettre en place un dispositif de suivi qui lui permettra à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, de recueillir l'insertion professionnelle. Et cette notion d'engagement, elle est extrêmement importante. Souvent, je le dis, hein, ce qu'on va attendre d'un dossier, c'est qu'il engage l'organisme et c'est qu'il soit transparent aussi. De toute mon intervention, finalement, il y aura peut-être 2 choses à retenir. C'est l'engagement dans le dossier et la transparence. Pourquoi je vous dis la transparence ? Parce qu'on préférera toujours, et vous pourrez l'observer de plus en plus, hein, je sais que certains parmi vous parfois décortiquent un peu les référentiels publiés en se disant mais comment la commission a laissé passer ce référentiel ? Ok, ce référentiel il est fragile. Et souvent on l'associe à une durée un peu limitée pour renvoyer un signal. Mais ce référentiel, avec ses fragilités, avec ses faiblesses, avec ses imperfections, il traduit la sincérité et la transparence de l'organisme. Et on préférera toujours, et ça a été un long travail avec la commission pour la convaincre, mais on préférera aujourd'hui valoriser et reconnaître un organisme qui s'engage à rendre une formation certifiante en conformité avec ce qu'on attend d'elle, plutôt que de reconnaître un dossier qui serait très artificiel, un dossier qui aurait été construit un petit peu en one-shot, en se disant que l'objectif, moi, il faut à tout prix que je passe les fourches codines de France Compétences. Et puis une fois que je serai enregistré en avant de Guingamp, je ferai ce que je veux. La mariée parfois est trop belle, c'est ça que je veux vous dire en fait. Quand la mariée est trop belle, quand le dossier est trop parfait, on se dit il y a peut-être un truc. Et puis parfois, quand c'est extrêmement artificiel, je vais vous dire en confidence, même si c'est pas comme ça qu'on le perçoit, la décision de refus, dites-vous qu'elle est extrêmement protectrice. La décision de refus, elle est extrêmement protectrice. Pourquoi ? Parce qu'on sait que parfois, certains organismes qui nous racontent une belle histoire ne seront pas capables de mettre en œuvre le dossier tel qu'ils l'ont déposé. Dans la composition des jurys, on a parfois des jurys qui sont extrêmement complexes.
dans leur composition, dans la définition des référentiels, des choses qui sont des mises en situation professionnelle. Et la décision du jury, la décision de la commission, elle est extrêmement protectrice. Pourquoi? Parce qu'on n'a absolument aucun intérêt à faire d'un organisme de formation. C'est déjà très complexe, être organisme de formation, hein, vous le savez tous mieux que moi, mais on n'a aucun intérêt de faire un organisme de formation, un organisme certificateur, parce que quand on devient organisme certificateur, c'est plus du tout le même métier, c'est même plus du tout la même vie. Être organisme de formation, c'est très complexe, mais on a un peu d'autonomie. Être organisme certificateur, c'est créer un lien direct, finalement, d'une certaine manière, avec le ministère du Travail, avec les services de l'État. Parce que ça confère un grand pouvoir d'être organisme certificateur. Vous prenez une feuille blanche, dans une rame de papier A4, vous la sortez de l'imprimante, vous mettez un coup de tampon, une signature, et vous avez apostillé un niveau 7, équivalent Bac plus 5. Vous engagez votre responsabilité en faisant ça, mais vous vous engagez aussi, et notamment quand la formation a été financée par les fonds de la formation professionnelle, vous vous engagez aussi à vous exposer à l'une de nos autres missions, dont je ne parle pas trop, mais dont on pourrait un peu se parler. En tout cas, je le ferai en conclusion. C'est la mission de contrôle. Donc voilà, au RNCP, et de la même manière au répertoire spécifique, on va attendre de la transparence et de l'engagement. Quand vous faites des formations certifiantes, et pour répondre peut-être plus concrètement encore à la question, embarquez-nous dans votre aventure. Sincèrement, embarquez-nous dans votre aventure. C'est dommage d'avoir un dossier qui est extrêmement froid, et qui coche des cases, il y a des champs limités. Et finalement, l'instructrice ou l'instructeur, il a aussi envie de vous comprendre. Et pour vous comprendre, il faut vraiment que vous versiez dans ce dossier avec beaucoup de simplicité, vraiment faire le storytelling, d'où vous êtes parti, comment est-ce que vous avez fait évoluer la formation, pourquoi est-ce que vous avez trouvé la bonne formule qui fait dire c'est bon, après avoir fait tourner un petit peu la formation, je peux la déposer à France Compétences, elle est stable. Et France Compétences peut m'engager pour 3, 4, 5 ans, je serai très à l'aise avec ma certification, je n'aurai pas à la retoucher. Ça serait un peu facile pour moi, quand je vous parle de storytelling, de dire les choses avec beaucoup de sincérité, de transparence, de nous raconter, et l'endroit s'y prête bien, une histoire naturelle. Parce que c'est vraiment ça qu'on attend des certificateurs. Voilà. Éloignez-vous de la froideur du texte. Mettez votre âme d'organisme de formation, mettez vos envies de certificateur, et c'est ça qui va convaincre tout autant l'instruction de la commission, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le dossier, il se défend tout seul. Je sais que parfois on aimerait avoir un contact avec l'instructrice ou l'instructeur. L'autorité nationale de régulation que nous sommes fait que dès notre installation en janvier 2019, et là c'est un grand écart par rapport aux pratiques de la CNCP, mais le législateur nous impose d'être sur un vrai travail de régulation. Je vous ai dit qu'il y avait 3 catégories d'actions de formation certifiantes. Et il y a aussi 3 grandes stratégies. Elle est un peu longue, ma réponse, peut-être? Écoute, moi, j'apprends plein de trucs, donc je regrette juste de ne pas pouvoir prendre de notes. J'espère qu'il y en a un dans le public qui me passera ses notes après. Ok, personne. Dans le scénario. Ça partage pas, merci. Dans le scénario. Alors après, on peut le prendre dans un ordre un peu différent. Mais en tout cas, moi, celui que je vous conseille aujourd'hui, si vous voulez vraiment graver dans le dur chacune de ces étapes, mon action de formation est-elle certifiante? Vers quel répertoire je m'oriente, RNCP, RS, assez rapidement, vous allez vous poser la question, est-ce que j'y vais direct? Est-ce que, moi, j'ai la surface? Est-ce que je peux apporter les garanties? Est-ce que je peux prendre le petit risque de devenir organisme certificateur? Alors ça se prépare, ça se concerte, ça se réfléchit. Il faut être en capacité de faire un suivi des enquêtes d'insertion. Ça prend beaucoup de temps. Il faut être en capacité d'organiser un dispositif de veille. Il faut être en capacité de répondre parfois, malheureusement, aux mises en demeure, qui se terminent souvent très bien, mais en tout cas aux mises en demeure de France Compétences. Et pour vous donner un autre chiffre, il y a plus de 150 contrôles qui ont été opérés sur les certifications actives. 150 contrôles, ce n'est pas anodin. Donc voilà, être organisme certificateur, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vous confie un très grand pouvoir, mais il faut aussi se sentir la maturité, la stabilité. Pourquoi? Parce que j'ai malheureusement des exemples extrêmement concrets
et pour certains très récents d'organismes certificateurs qui se sont vus, après quelques mois d'activité comme certificateurs, devoir renoncer à leur certification parce que l'on les a déjà référencés. Et en règle générale, et c'est l'autre partie de la stratégie, quand on est organisme certificateur, on est très vite tenté de faire du réseau. Et là, je vais vous parler un petit peu de ces logiques de réseau. Alors, il y a le certificateur, il y a une petite variante qui est un peu plus protectrice parce qu'on partage un petit peu les frais en cas de dégâts, c'est la co-certification. Alors, la co-certification, il faut bien s'entendre. Et puis, il y a une troisième voie d'accès assez facile. En tout cas, je lisais un article dans le numéro 2 de Digiformag avant de venir, et on disait que cette voie était la plus simple et la plus rapide. Effectivement, c'est la plus simple et la plus rapide. C'est celle de devenir partenaire. Alors, devenir partenaire, là aussi, ça ne se fait pas n'importe comment. D'abord, ça se contractualise. Et puis, devenir partenaire, ce n'est pas simplement pour dire je vais pouvoir préparer, je vais pouvoir former, je vais pouvoir financer cette formation. Il faut encore que ma formation, elle soit tout à fait fidèle au référentiel d'activité, de compétences, d'évaluation qui a été porté par le certificateur. Il ne s'agit pas de prendre des libertés, parce que ça serait risqué pour tout le monde. Et aujourd'hui, en tout cas, celui qui prend le plus de risques, c'est l'organisme certificateur. À la CNCP, ce qu'on faisait quand il y avait un organisme de formation qui était un petit peu déviant, ce qu'on faisait, c'est qu'on échangeait avec le certificateur et on lui demandait de couper la branche. La branche qui commençait un petit peu à partir dans tous les sens. Aujourd'hui, dans nos missions, et de la manière dont c'est écrit dans le texte, quand la branche est pourrie, on coupe à la base du tronc. Et vous avez peut-être vu des certifications du répertoire spécifique qui sont majeures, qui sont des repères sociaux même à l'échelle de la société, qui n'ont pas été renouvelés ou qui ont mis un peu de temps pour être renouvelés. Pourquoi ? Parce que le certificateur, aujourd'hui, prend toutes les responsabilités. Donc voilà, c'est des questions qu'il faut vraiment bien mûrir. Et moi, je dis souvent, quand on signe que ce soit un contrat de co-certification ou un contrat de partenariat, d'une certaine manière, il faut se dire, on signe un contrat de mariage en incluant tout de suite les clauses du divorce. Et parfois même, on sait déjà à quelle date on va divorcer. On se dit, allez, on se marie ensemble pour 2 ans ou 3 ans, le temps que je constitue mes propres promotions. Par contre, dans 3 ans, on divorce. Eh bien, il faut immédiatement avoir envisagé, pour que le divorce se déroule bien, l'ensemble des différents effets que produira cette séparation et le changement de portage. Donc voilà, pour résumer un petit peu, ou pour répondre à la question, 3 catégories, et vraiment 3 types de partenariats, mais il faut se dire que parfois ça vaut vraiment le coup, et moi je n'ai jamais découragé aucun organisme, ça vaut vraiment le coup de se lancer dans l'aventure de la certification, parce que être autonome, voler de ses propres ailes, faire vivre une certification, faire vivre les formateurs qui vont l'animer, les jurys, la veille, c'est extrêmement passionnant. Si je devais résumer, grâce à mes références littéraires qui viennent de France Inter, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et il faut le savoir avant de se lancer, quoi. Être prêt à assumer cette responsabilité quand on devient certificateur. Alors malheureusement, on est un peu pris par le temps, donc j'ai peur de te poser une deuxième question, je me doute qu'on est encore jusqu'à 16h30. Je vais être rapide sur mes réponses, pardon. Est-ce que, du coup, histoire de terminer quand même sur une note un peu positive, tu peux nous parler, on parle d'évolution, des perspectives pour la rentrée de France Compétences ? Alors, les perspectives pour la rentrée, elles sont multiples. Et d'abord, à travers mon intervention devant vous ce matin, c'est vraiment d'aller au plus proche de vous. C'est pas toujours simple, parce qu'il faut faire des choix. Mais même si on n'a pas toujours été très communicant, de plus en plus, on va devant vous. Une fois, on m'a dit, c'est bien parce qu'au moins, pour une fois, vous êtes à portée de baffe. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais si je ne reste pas au cocktail tout à l'heure, ne croyez pas que c'est pour échapper à... Le live de Digiformag ne cautionne absolument pas ce genre d'attitude, bien évidemment. On y va. On vient auprès de vous. Alors parfois, je ne vous cache pas que c'est plus simple pour moi, en étant chef de service,
d'être en proximité avec vous que ça ne le serait pour un instructeur ou pour une instructrice. La neutralité de l'instructeur, de l'instructrice, de l'instruction est déterminante chez nous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'ennemis, hein, et certains vont sur des situations de recours au tribunal administratif. On a toujours eu cette grande distance dans l'instruction et cette neutralité. Donc c'est pas évident de venir devant vous quand on est instructeur, et ça l'est pas forcément non plus quand on est membre de la commission, parce que le membre de la commission, il a vocation à se prononcer. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment une volonté que l'on a aujourd'hui. Il a fallu un peu de temps pour pouvoir venir auprès de vous, parce qu'il fallait qu'on stabilise vraiment la doctrine, mais aujourd'hui, elle est très stable. Donc voilà, l'intention, en tout cas, de cette rentrée, c'est de venir devant vous. Et puis, ce qu'on va vous proposer aussi, c'est de venir chez nous. France Compétences vous ouvrira ses portes fin novembre. On communiquera bientôt sur la date, hein, sur les réseaux sociaux. Mais quand je dis que vous allez venir chez nous, vous allez vraiment venir à France Compétences. Et vous viendrez vraiment en proximité des instructrices, des instructeurs, de l'équipe contrôle. Et là, on se dira les choses. On prendra un temps pour les échanges aussi. On souhaite vraiment pouvoir avoir cette transparence et cet engagement. Si on l'attend de vous, c'est normal qu'on l'exprime aussi. Parmi les autres enjeux que l'on a dans les prochains mois, c'est le renouvellement de la commission. On a une commission qui avait été nommée pour 5 ans et donc qui devra être renouvelée en février de l'année prochaine. Et au moment où se renouvelle la commission, ça se télescope avec un autre enjeu pour nous qui est celui de la rentrée. Et certains parmi vous ont entendu parler de ce chantier. C'est le chantier de la correspondance entre les blocs de compétences. La correspondance entre les blocs de compétences, c'est vraiment Enfin, moi, je ne peux que vous inviter à vous en saisir, cette logique de bloc de compétences. Pourquoi ? Moi, je dis souvent que c'est un peu les blocs, c'est un peu un système de Lego. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. Si je prends 4-5 Lego indépendamment, ça ne dit pas grand-chose. L'idée, c'est vraiment de construire les parcours. Et nous, dans cette logique, France Compétences, à quoi on sert sur ces blocs de compétences ? Eh ben, on sert à ce que les briques de Lego, elles soient plug and play entre elles. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des tailles différentes, des formes différentes, des finalités très distinctes. On peut les raccrocher, tel un système de Lego, plug and play, on peut les raccrocher entre elles pour construire des parcours, et avec des blocs que l'on va obtenir par la formation, par la VAE, puisque la loi de décembre dernier permet la VAE sur les blocs, ou aussi par la candidature individuelle. Donc voilà, ça c'est vraiment dans vos stratégies d'organismes certificateurs ou d'organismes de formation. Saisissez-vous de ces opportunités, parce que s'il y a vraiment un enjeu, il est ici. Et puis après, dans les perspectives, pour conclure, c'est le prochain projet de loi. La dernière, parce que là, vraiment, il faut y aller. C'est le prochain projet de loi, avec un rapprochement dans nos futures missions sur l'offre publique et l'offre privée, entre les diplômes de l'État et les diplômes que vous pourriez, vous, être amenés à proposer. Voilà, un petit peu schématiquement. Un sacré chantier, du coup, qui va bien vous occuper pour la fin de l'année. Merci beaucoup, Goulven, de nous avoir tout expliqué. Est-ce que il va falloir que je te libère pour accueillir mon prochain invité ? Mais je te remercie pour toutes ces explications et merci.